Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation thérapeutique avec le docteur Barbara Combe, parce que c'est un sujet qui me passionne à titre personnel, parce que je pense que c'est l'une des clés du rétablissement. Et je vais déjà te laisser te présenter, Barbara. Alors, oui, tu n'as pas dit que j'étais psychiatre, hein, mais je le suis, mais je ne suis pas que psychiatre. J'ai commencé ma carrière par la chirurgie infantile. C'est important parce que je peux avoir deux volets du travail médical, deux volets qui se recoupent en fin de compte. Et c'est important, moi, dans ma façon de penser. Tu parles de TP, éducation thérapeutique du patient. Pour moi, c'est une évidence et ça a été une évidence dans les deux carrières, dans les deux spécialités. Autant quand je m'occupais de bébés avec leurs parents, je ne pouvais pas les laisser partir sans qu'ils aient compris ce qu'était le problème, quelle pathologie, qu'est-ce qu'il y avait, sans qu'ils aient compris ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes pour faire avancer le soin. Et ça a été la même chose en psychiatrie. Pour moi, c'est pas possible de soigner, d'aider à se rétablir, à guérir. Ça, c'est encore une autre question, sans que la personne comprenne ce qu'il a et sans s'il ne participe pas aux soins, au parcours de soins. Voilà. Donc déjà, c'est une évidence pour moi. Après, le TP, à part l'évidence pour moi, c'est quelque chose qui a été non pas inventé, mais inscrit dans le Code de la santé publique en 2009, avec une définition un petit peu facile, je dirais, d'aider le patient à être plus autonome et à obtenir des compétences d'auto-soin. L'auto-soin comprend aussi la sécurité et des compétences d'adaptation psychosociale. Voilà. Euh, Dit comme ça a l'air d'être tout simple. Ça n'est pas du tout. En 2011, une autre étape où cette ETP est financée sur des programmes euh, validés par l'ARS, autorisés par l'ARS, et financé, il faut le dire quand même, à hauteur de 250 € par patient, par programme et par an. C'est-à-dire que, comme le TP se fait en études pluridisciplinaires, c'est assez compliqué d'imaginer que ça va financer une équipe. C'est important aussi parce que ça montre le paysage de l'ETP et comment elle va pouvoir s'épanouir. L'ETP, pour la plupart des collègues, quand je l'ai commencé, moi j'ai commencé en 2009 justement, et c'est pas à cause du code de la santé publique. Tout le monde faisait de l'ETP. Ah, mais moi je fais. Quant aux patients, oh, mais non, mais je veux pas être éduqué, moi. Pourquoi? Je suis déjà éduqué. Donc déjà, on part sur des principes un petit peu compliqués à mettre en place. Euh, et puis là, ce qui nous intéresse, c'est la bipolarité, c'est la psychiatrie. En psychiatrie, c'est encore moins facile. Alors, cette ETP, elle a parfaitement pris la mayonnaise à marcher pour le somatique, bizarrement, et très peu pour la psychiatrie. Pourquoi? Parce que la psychiatrie, elle l'avait déjà un peu inventée avant. Il y avait des groupes lithium, il y avait des tas de choses qui étaient faites déjà. Peut-être qu'ils ont un peu boudé, les psychiatres, le fait qu'on veuille leur réglementer quelque chose qu'ils faisaient. Bref, on a eu un développement énorme de l'ETP en maladies somatiques, le diabète, le cancer, tout ce qu'on peut imaginer, et très peu de programmes faits en psychiatrie sur l'enfance. Voilà. Il y a des raisons à ça, vraisemblablement. Déjà que cette psychiatrie, elle est plus que stigmatisée. Alors déjà, moi, j'aime bien faire une différence entre santé mentale et santé psychiatrique. La santé mentale, ça comprend tout, dont d'ailleurs le retard mental. Il ne s'agit pas de retard mental dans la bipolarité, pas du tout. Ça, c'est une première différence. Donc, la maladie psychiatrique, eh ben, elle n'a pas pour le moment, et je dis bien pour le moment, de preuves matérielles, de tests biologiques, pas encore de façon de pratique courante. Elle s'exprime par des comportements qui sont souvent vus par la société, par les autres, comme des comportements désagréables, pas possibles ou incompréhensibles.
C'est comme ça qu'elle s'exprime. Elle ne s'exprime pas par une tumeur qu'on voit, qu'on radiographie. Elle s'exprime par des comportements. Elle n'a pas ce test matériel. On croit facilement que la personne veut nuire ou veut être comme ça. Et on n'arrive pas à comprendre que la maladie psychiatrique, elle vient d'un organe, le cerveau, qui fonctionne comme le foie, avec des hormones. Et ça, c'est extrêmement dur à faire passer. C'est le début de la stigmatisation. Cette psychiatrie, elle est mal vécue, et les patients psychiatriques, ils sont mal vécus. Ils s'auto-stigmatisent lui-même, d'ailleurs, du coup, souvent, le patient. Mais les professionnels aussi stigmatisent la psychiatrie. Moi, je suis passée du somatique à la psychiatrie. Moi, j'ai entendu c'est donner de la confiture au cochon. Un chirurgien qui devient psychiatre, c'est donner de la confiture au cochon. Bon, ça, c'était le milieu professionnel, hein, voilà. Donc, cette confusion entre volonté de nuire et vrai trouble que le patient ne peut pas contrôler en phase aiguë, ça, c'est la première chose importante. C'est une des choses que l'éducation thérapeutique doit mettre en avant. Voilà. Donc, elle est particulière, cette ETP psychiatrique, et elle n'en est que plus intéressante d'ailleurs. Peut-être que j'ai suffisamment répondu à cette première question. Ça me semble très bien. Alors, en fait, je pense que c'est important de comprendre, c'est que on parle beaucoup de formation aujourd'hui, Hum, on parle aussi beaucoup de psychoéducation, hum. et l'éducation thérapeutique, c'est autre chose. Est-ce que tu pourrais bien différencier justement ces différentes choses-là? Parce que souvent, même moi, j'ai tendance parfois à faire un peu la confusion, et quand je dois expliquer l'éducation thérapeutique, je dis que c'est un peu de la formation, en fait. Alors, c'est un peu ce que je disais au début. Je trouve le mot très laid, éducation thérapeutique du patient. C'est une formation, puisque de toute façon, on va s'attacher à ce que le patient, ou au moins dans les programmes que j'ai menés, s'attacher à ce qu'il apprenne, qu'il prenne des connaissances médicales vraies et pas du baba, du béaba, de bébé, sur la maladie, sur le traitement, qu'il envoie, qu'on travaille sur des tas de notions médicales. Donc, c'est de la formation. L'éducation, oui, peut-être quand quoi? Quand on fait en sorte que ça devienne de l'apprentissage. C'est-à-dire quand le professionnel éducateur, entre guillemets, va permettre que ce soit un apprentissage. Alors là, on va peut-être parler d'éducation, si on veut. Mais bon, c'est une formation. Psychoéducation ETP. ETP, c'est un terme qui a été positionné par la HAS, enfin les autorités de santé, l'ARS qui contrôlait. Donc voilà, c'est très référencé. La psychoéducation, c'est justement ce que je disais, qui a été commencé notamment en psychiatrie très tôt. Donc la psychoéducation, elle n'est pas cadrée par un cadre ARS ou un cadre HAS. Il y a une autre différence et qui est en lien aussi avec les finances. Quand on ne peut pas trop financer avec l'argent qu'on donne pour faire de l'ETP, ben, on fait avec les équipes de soins. Si on fait avec les équipes qui font le soin, c'est le soin technique, ça aussi c'est un mot important. Le soin technique, c'est examiner, donner un diagnostic, faire une prescription. Ça, c'est le soin technique. Ce n'est pas l'éducation thérapeutique, c'est le soin technique. Et ben, si on le fait avec les équipes de soins techniques, on va utiliser des moyens qui sont un peu dans le soin. Et là, on s'écarte du processus d'éducation thérapeutique qui doit justement se distancer du soin, mettre la personne en position d'apprenant et de lui faire révéler, lui faire découvrir lui-même son diagnostic. Donc, on n'est pas dans le soin, ça c'est sûr. Après, tout dépend de la psychoéducation. Il y a de la psychoéducation en Espagne qui est remarquable. Il y a de la psychoéducation ailleurs qui est, à mon sens, les moins parce que elle utilise des techniques de soins. Voilà, c'est cette différence. Donc, après, c'est un mot, on peut prendre les deux, mais peut-être il faut vérifier quand on fait de la psychoéducation, est-ce que je suis dans des techniques, des outils d'apprentissage
ou d'éducation qui sont du soin ou pas. Une chose très précise, par exemple, dans l'éducation thérapeutique, il y a des outils pour apprendre, il y a une évaluation. Est-ce que l'évaluation qui est proposée est un contrôle de connaissances ou est-ce que c'est une évaluation auto-formatrice et continue? Ce que j'ai, moi, dans les programmes que j'ai coordonnés, on a toujours utilisé une auto-formation continue et évaluatrice. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on apprend, soi-même, on travaille son panel de signes, mais c'est pas pour le contrôler ou pour dire vous avez gagné, oui, vous avez tant de points. C'est pour voir, pour faire ressortir ce que le patient sait de sa symptomatologie ou ce qu'il doit encore comprendre et connaître. Voilà. En aucun cas, une éducation thérapeutique ou une psychoéducation ne doit être une sanction. Voilà. Où on sort de la séance en disant bah, je suis mauvais, j'y connais rien, j'y comprends rien. Le but n'est pas là. Voilà. Donc ça, c'est un peu la différence. Après, on peut dire les deux mots. Hein, voilà. On peut dire les deux mots. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où on fait des tests, ça favorise énormément aussi le processus d'apprentissage. Donc ça a aussi Alors, cet avantage-là. tout à fait d'accord. Ça, Clément, tout à fait d'accord. On a besoin de cet aspect un peu ludique ou quand même, est-ce que j'ai bien suivi, est-ce que j'ai bien gardé. Je voulais préciser une chose, c'est que dans la psychoéducation, le plus souvent, il y a aussi une évaluation avec des échelles médicales. C'est-à-dire que des échelles médicales référencées, connues, voilà. Donc, tu es bipolaire si tu attends de trucs, tu as une manie à tant de trucs, c'est plus ou moins grave si tant de trucs. En fait, on est en train de juger de l'évolution des signes. On évalue l'évolution des signes, mais on n'évalue pas l'évolution des habiletés du patient à les avoir compris, à les avoir gérés. Voilà. Ça, c'est une grande différence. Donc, quand je dis une évaluation continue et auto-formatrice, c'est que justement, c'est le patient lui-même qui va fabriquer son évaluation et sa connaissance. C'est très important. Moi, on me dit, souvent, les confrères m'ont dit, mais quand tu fais le diagnostic éducatif, qui est le premier, qui est l'entrée dans un programme, on dit, ah, mais pourquoi tu fais pas des échelles? Et on ne prend que s'il y a ça, que s'il y a ça. Ah non, non, c'est pas ça le but du jeu. On s'en fiche. La personne a eu un diagnostic de bipolarité ou pense, voilà. Je ne vais pas aller vérifier ce qu'ont dit les autres ou ce que le patient pense. Il vient, s'il n'est pas bipolaire, il va vite se faire suer à travailler sur la bipolarité. C'est pas à nous d'imposer cette chose-là. Et c'est pas à nous de l'imposer sur des critères autoréférencés, statistiques. C'est pas ça le jeu. Parce que la maladie bipolaire, elle est avant tout personnalisée. Il n'y a pas deux maladies bipolaires. Il y a des types, il y a des classifications, il n'y a pas deux maladies bipolaires identiques. Ça, c'est pas vrai. Elles sont toutes différentes. Voilà. Donc, attention à ce qu'on utilise comme outil. Voilà. Ah, et c'est vrai que c'est bien de différencier les choses parce que personnellement, lorsque je vais voir mon psychiatre, en fait, on travaille sur le soin, on travaille sur le fait que j'aille mieux, grosso modo, je ne sois pas en dépression, je ne sois pas en phase C'est ça. maniaque, etc. Et là, c'est vraiment différent. C'est un petit peu comme si on montait en compétence, montait en niveau pour devenir expert de sa maladie à soi. Et c'est ce que C'est tu ça. disais, Barbara, c'est que, en fait, c'est bien, on comprend, il y a bipolaire de type 1, donc plutôt des phases maniaques, des phases hautes, bipolaire de type 2, donc il n'y a pas de phase maniaque, donc on monte moins haut, mais on descend tout aussi bas. Puis après, les cyclothymie, mais en grosso modo, c'est les trois grands types. C'est ça. Et par contre, dans ces types, en titre personnel, moi j'ai été diagnostiqué bipolaire de type 2, mais on n'est jamais sûr à 100%. Mais dans la bipolarité type 2, il y a bipolarité des types 2, Clément, Bessa, et C'est une ça. catégorie. Exactement. Point, Clément, mais ça. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que d'apprendre à connaître exactement comment est-ce que la bipolarité type 2, Clément Bessa, fonctionne, me permet d'anticiper un petit peu mieux bah, quand j'ai un début de crise, me permet de contrôler un petit peu mieux. Et ça, c'est le nerf de la guerre, parce que ça a un Voilà. avantage énorme dans le rétablissement.
Je Ah, parlais justement d'objectifs. Et toi, si tu devais déterminer bah, à quoi, quels sont les objectifs principaux justement de l'éducation thérapeutique, parce qu'il peut y en avoir plusieurs justement. alors, bon, déjà, l'éducation thérapeutique référencée, ARS ou ce que vous voulez, HAS, elle est présentée comme ayant comme objectif de diminuer, enfin, d'augmenter le respect de la prescription et l'observance. Moi, c'est un truc qui m'a toujours agacé parce qu'on peut le dire, ça sert à quoi, quoi? Personne n'a envie de prendre un antihypertenseur, un régulateur de l'humeur, personne. On a fait des études qui montrent que dès qu'on a plus mal, quand on prend une angine, on arrête l'antibiotique. Euh, quand on n'a plus, quand on se sent un peu mieux sur son humeur, on arrête peut-être. Qui c'est qui va dire il faut comment? Alors c'est comment? Faut prendre un fouet, il faut. Non, la seule personne qui va s'approcher de son observance, c'est le patient. À un moment, il va travailler, il va arriver à ce que son travail lui dise non mais c'est quand même le plus simple de prendre ce médicament. Alors après, avec des petites astuces, et c'est ça que le TP doit apprendre. Le prendre, pas toujours pareil, savoir qu'il peut changer, savoir qu'il peut être augmenté, diminué, qu'il peut suivre l'évolution de notre vie, voilà. S'adapter, mais c'est la personne qui va dire bah non, là c'est bon quoi. C'est mieux quand je le prends et je veux comprendre à quelle dose c'est mieux en plus. Voilà, ça c'est bien. Bon, ça c'est un objectif. L'autre objectif, je dirais, et là on va remercier la l'HAS qui nous présente quand même qu'il faut tout toucher, le traitement, les signes, la socialité. Moi, le programme que j'ai coordonné, il a 4 domaines, et effectivement, il y a la socialité, il y a la rechute, le traitement et l'hygiène de vie. Pourquoi? C'est simple. Parce que, on l'a dit, appropriation du traitement et de la maladie, c'est une chose. La rechute, c'est ce qui va être mais vraiment l'épine dans le pied de tous les patients. C'est une crainte, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Il faut arriver à désacraliser cette rechute pour pouvoir la travailler. La travailler, pourquoi? Pour l'enlever. J'ai dit au tout début guérir, guérir, rétablir. Guérir, on n'est jamais guéri, on est opéré d'une appendicite, on est guéri du syndrome infectieux appendiculaire, mais on fait une occlusion sur bride 3 ans après. Il y a toujours des cicatrices. Dans la maladie bipolaire, psychiatrique, c'est pareil. Il y a toujours un reste, il y a toujours une cicatrice, il y a une porte d'entrée pour une suite. Franchement, le but, à mon avis, de l'ETP, c'est que cette rechute soit le plus cadrée possible, qu'on la voit arriver et qu'elle soit le moins grave possible. Plutôt que de se dire je ne veux plus jamais de rechute, ça, à mon avis, c'est totalement illusoire. Même si dans des parcours, il y a 20 ans sans rechute, hein. C'est pas le problème. Et tu as déjà commencé à dire, effectivement, pour ça, il faut connaître les prodromes, savoir un peu que ces petits signes, comme dans l'épilepsie, l'aura qui dit je vais avoir une crise. Là, c'est quoi mes prodromes? Il faut connaître les facteurs déclenchants. La maladie personnelle, elle a des facteurs déclenchants personnels. On a décrit dans les manuels de psychiatrie le caractère saisonnier. Alors avant, c'était le caractère saisonnier, c'était le signe de la bipolarité. Ah non, pas pour tout le monde, mais c'est un des facteurs déclenchants. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une idée qu'il y a dans la tête et qui traîne. Ça peut être, voilà. Donc les facteurs déclenchants, les prodromes, bien sûr, à connaître. Encore un objectif qui est la socialité. La socialité, elle passe essentiellement par la stigmatisation. Et arriver à travailler sur cette stigmatisation, cette Moi, déstigmatisation, c'est compliqué. C'est très difficile. juste socialité, est-ce que tu peux bien définir ce que c'est? Socialité, c'est notre vie avec les autres, en fait. C'est ce qui fait qu'on n'est pas un être de la brousse tout seul avec des animaux. Et encore, avec des animaux, c'est peut-être une socialité aussi, j'en sais rien. Hein, voilà. Mais, donc, pourquoi pour la rechute, ça c'est sûr. Et surtout,
travailler le plus possible sur ce qui est effrayant pour le patient, c'est cet épisode aigu, d'autant plus qu'il amène à des hospitalisations qui peuvent être sous contrainte le plus souvent. Et ça c'est quelque chose qui entache la vie de beaucoup de patients que j'ai vus et qui les rend tristes et qui les effraie encore. Donc, il faut s'attaquer à cet épisode aigu. Il faut pouvoir le regarder tranquillement pour pouvoir s'en distancer. Et dans le programme, par exemple, il y a une façon de travailler ces signes en aigu et en stable. Et on passe comme ça d'aigu à stable. En gros, c'est un peu paradoxal parce que comment est-ce qu'on peut se revoir en aigu? On ne peut pas bien se voir en aigu parce que souvent, les souvenirs ne sont pas bons ou ils sont excessifs. Ils sont souvent trompeurs. Mais avec un guide de travail, on peut extraire des bouts pour approcher cet épisode aigu qui est réellement une catastrophe pour la majorité des patients. En souvenir, hein, et qui gêne la vie, hein, vraiment. Et ça, on se met dans cette distance, on travaille le stable, on travaille l'instable, et petit à petit, on apprivoise cet épisode aigu pour se dire que de toute façon, moins il y en aura, mieux ce sera, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, l'hygiène de vie, bien entendu, on le sait, si on a un traitement, il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des problématiques de poids, des tas de choses. Une socialité appauvrie fait qu'on bouge moins, qu'on peut aussi prendre du poids ou s'affaiblir du point de vue force musculaire. Donc, hygiène de vie, c'est très important. Un des piliers de la maladie bipolaire, c'est le trouble du sommeil. Donc, toutes les astuces qu'on pourra trouver d'hygiène de vie, c'est large, hein, pour améliorer ce sommeil, sont importantes. Voilà. Après, il y en a des tas d'autres choses, mais ça, c'est déjà les piliers. Ouais, le sommeil, je pense que enfin, à titre personnel, c'est le truc que j'essaie de craquer, que j'essaie d'améliorer. Hum. Et on n'a jamais assez de choses qu'on peut faire pour l'améliorer. Moi, j'en suis arrivé, bon, à titre personnel, par exemple, je dors avec un masque de sommeil et des boules caisses. Et l'air de rien, ça m'a beaucoup aidé. Et alors que Oui, c'est pas oui, compliqué. bah oui, tout à fait. Il y en a des astuces, il y a même des astuces, il y a le feng shui, il y a plein de choses, il y a les positions du lit, il y a la couleur des draps, mais j'en sais rien, il y a des milliers de trucs, mais tant qu'on n'a pas essayé de comprendre si ça marchait, on n'a rien compris. Le traitement chimique médicamenteux ne va pas suffire. Ça aussi, c'est un autre apprentissage. Après, enfin, une des validations de cette chose-là, c'est qu'il n'y a aucune maladie qui soit que physique ou que psychique. Il y a toujours une participation des deux, toujours, toujours. J'en ai eu des exemples autant en chirurgie qu'en psychiatrie. Voilà. Et en particulier en bipolarité, où il y a une sensibilité très particulière à une modification physique qui agit sur l'humeur très rapidement. Ouais, non, non, mais en fait, oui, c'est ça, comment je pourrais dire ça? On est plus sensible. Moi, je dis toujours, c'est la maladie des émotions. Et le fait que c'est comme ça, les facteurs extérieurs sont plus impactants pour nous et peuvent un peu plus nous chambouler, nous faire vaciller. Donc, on doit être encore plus performant et on doit encore mieux se connaître pour encore mieux réagir parce que bah, justement, on est encore plus sensible. Enfin, il y a un peu ce côté où je dis toujours, faut qu'on soit expert de nos émotions parce qu'elles sont plus intenses que pour les gens qui ne sont pas bipolaires. Et comment est-ce qu'on fait pour réagir? Parce que c'est un peu plus dur. Je sais pas comment tu vois les choses de ton côté. Alors ça, c'est très important et tu touches un point précis. Effectivement, l'hyperréactivité émotionnelle, c'est le signe, c'est la caractéristique de la bipolarité. Ça a été montré, c'est très important. Quel que soit le type de bipolarité, quel que soit l'épisode, il y a une hyperréactivité émotionnelle. Ça, c'est sûr. Là, on attaque aussi ce que l'ETP peut apporter quand elle s'attache à ça, mais tous les programmes ne le font pas, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement psychique. Est-ce qu'il y a des variables? Est-ce qu'il y a des façons de le penser? Alors, on peut essayer de l'expliquer avec des variables, avec
la distance qu'on prend par rapport aux informations, l'alternance, aller et venir entre une information, percevoir la vie, et quels sont les comportements qui découlent de notre équilibre psychique au moment. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que en travaillant sur notre comportement, ces fameux comportements qui différencient la maladie psychique de la maladie somatique de façon énorme, et qui stigmatisent, hein, parce que tout de suite, hystérie, paranoïa, perversion, phobie, enfin voilà, et on y va et on mélange tout, le criminel et le patient psychiatrique, voilà. On peut aussi travailler là-dessus, qu'on soit patient bipolaire ou pas d'ailleurs, à essayer de comprendre comment on réagit face à une émotion, comment on réagit face à l'information. Ça peut être aussi un volet de l'éducation thérapeutique, qui n'existe d'ailleurs pas ou peu dans l'ETP somatique. En diabéto, on n'apprend pas. Alors, s'ils essayent de faire un peu de psychologie, mais c'est parfois un petit peu compliqué. D'ailleurs, très rapidement, le somatique, si je comprends bien, c'est physique. Donc, Physique, oui. voilà. Parce que C'est c'est le vrai corps. C'est le corps. C'est le corps. C'est un des mots pour dire physique. Parce que physique, on peut croire que c'est le sport, c'est bouger. Non. Somatique, c'est le soma, la psyché et le soma. Donc le corps et la tête. Enfin, la tête et le corps. Voilà. Qui vont toujours ensemble. C'est le terme consacré. c'est ça, mais c'est vrai que c'est des termes médicaux. Et pour ma part, Oui, oui, mais qu'on entend même de plus en plus un peu dans les médias, enfin, ça passe assez bien. Hein. Au même titre qu'on parle de schizophrénie et de bipolarité, a pu savoir, enfin, de façon n'importe pas tout à fait juste dans à peu près tous les langages. Mais bon, c'est pas de la stigmatisation d'ailleurs, ça. Hein. C'est du grand n'importe quoi, à mon avis, à mon sens. et en fait, lorsqu'on est concerné par la bipolarité, comment savoir si c'est quelque chose qui est pertinent pour soi, justement, de faire de l'éducation thérapeutique? Bah, comment dire, moi, pour moi, ça peut être pertinent pour tout le monde. Peut-être pas au même degré, peut-être pas aussi longtemps, peut-être pour certains. Dans une étude que j'ai faite sur le programme que je coordonne, il est visible que les personnes, les participants font le tour du programme en 2 ans. Mais pas tous, c'est une moyenne. Comme je dis toujours, les chiffres, attention, c'est une moyenne. On peut aussi avoir envie de juste venir faire un tour sur des précisions, sur un point de traitement, des points voilà. C'est pour ça que, à mon avis, l'inscription, elle doit être souple dans un programme d'éducation thérapeutique. Il ne faut pas se dire qu'on va être obligé de tout faire, ou au moins tout faire d'un coup. On peut revenir, on peut venir un petit peu travailler sur de l'hygiène de vie ou retravailler sur autre chose. Laisser tomber, puisqu'il y a des temps pour apprendre. Hein. Chacun a son temps pour apprendre, et puis revenir. Voilà. Est-ce que ça serait non pertinent pour certains? Oui, j'ai connu des patients qui étaient dans ma consultation et qui m'ont dit, moi, je n'en ai pas besoin. Ça me suffit, la consultation me suffit avec vous. Et puis, en discutant avec d'autres, au bout d'1 an, ils sont venus quand même. Ou pas, mais c'est respectable. Si quelqu'un se sent stable, bien, dans un rituel, une routine de soins avec son médecin de cette manière, pourquoi irait-il faire aussi de l'éducation thérapeutique s'il n'en a pas besoin? Méfiance, il y a des endroits où elle est obligatoire, obligée par la mutuelle. Vous n'êtes pas remboursé si vous faites un coma acidocétosique, si vous n'avez pas si vous n'avez pas fait vos temps d'heures d'éducation thérapeutique sur le diabète. Il y a des pays où c'est comme ça. C'est pas en France encore. Mais bon, pourquoi pas? Pour le moment, non. Pour le moment, c'est libre et c'est bien. Voilà. Mais après, je pense que, enfin, moi, je suis curieuse, donc essayer quelque chose, je trouve ça bien. Après, ça plaît pas, ça plaît pas. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. Voilà. Ouais, totalement. Et pour ma part, alors, on peut pas dire que c'est de l'éducation thérapeutique à proprement dit, mais le fait de se former et Oui, de devenir expert de sa propre c'est bipolarité, ça.
Bon, chacun va le faire à son niveau, mais ce podcast en fait partie au final, hein. C'est aussi Oui, mais apprendre. comme ce que tu fais en offrant des liens et des façons de réfléchir sur le site, euh, c'est aussi un travail pour soi, certainement. Construire de la formation pour les autres, c'est aussi un travail pour soi. D'ailleurs, tu fais pas, les professionnels ne peuvent pas faire de TP s'ils ne changent pas de positionnement. C'est une position, on l'a dit, distante du soin technique, et c'est une position d'humilité aussi, où on ne sait pas tout. Et surtout, même si on connaît le patient, parce que dans un groupe de TP, on peut éventuellement connaître le patient dans la consultation, eh bien, on oublie ce qu'on sait. Parce que si on sait pour lui, il n'apprendra jamais rien, il ne travaillera pas. Donc voilà, c'est une position d'humilité, c'est une position de travail en commun, puisque on ne fait pas de l'ETP tout seul, on fait l'ETP avec d'autres professionnels, avec des pairs aidants, voilà, avec une équipe qui est multiple. Voilà. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. C'est ça, c'est cette pluridisciplinarité, c'est Ouais, ouais. le fait, et ça c'est quelque chose qui est hyper important dans la psychiatrie de demain, c'est que en fait, moi je pars vraiment du principe que c'est un peu comme si on était des athlètes de haut niveau. Oui, exact. Et pour réussir à justement être épanoui, à s'établir, on a besoin de différentes choses. Et en fait, l'éducation thérapeutique, c'est une des clés justement du rétablissement. Mais dans l'éducation thérapeutique, on va avoir à la fois un psychiatre, à la fois potentiellement un père aidant, à la fois un infirmier, un psychologue, et chacun va apporter son expertise et va nous aider à monter en compétences pour être capable de devenir expert de sa propre bipolarité. Et c'est ça qui fait que c'est hyper fort, c'est de mettre ensemble des personnes qui ont différentes compétences. Ouais. C'est comme ça qu'on va réussir. Parce que il faut arrêter de siloter, de dire les psychiatres font ci, ils s'occupent de tout. Bon, après, moi, j'y crois pas, à titre personnel. Je pense qu'on a besoin de tout le monde parce qu'il n'y a aussi pas assez de psychiatres. Alors, et puis il faut quand même aussi voir que tout le monde n'est pas égal devant le soin, hein. Tu décris une situation extrêmement favorisée où on a accès à psychiatre, psychologue, assistant social, tout. Eh bien, non, dans le système privé, par exemple, il est extrêmement compliqué d'avoir accès à une assistante sociale, ce qui peut être extrêmement important à certains moments pour savoir si on a besoin de prendre une ALD, si on a besoin d'une RQTH, plein de trucs. Voilà. Bon. Ben, quand on est suivi en libéral, c'est pas toujours facile. En public, c'est dans le CMP. Voilà. Après, avoir le psychologue, le psychiatre et l'infirmier et le père aidant, tout ça, ensemble, dans le soin, dans le soin technique, c'est pas toujours, hein. Donc, effectivement, le TP peut aussi amener quelque chose qui ne va pas remplacer, mais qui va après permettre d'orienter pour aller vraiment chercher ce qu'on veut, plus là, plus chez le psycho, plus et quel psycho, voilà. C'est un peu une porte d'entrée. En fait, on peut dire que c'est une nouvelle naissance. Je me mets en position de nouvelle naissance avec, on l'espère, une maman bienveillante, comme disait Winnicott, qui va vous laisser faire des conneries et aussi faire des choses bien. Voilà. Et là, on redécouvre. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes, je pense, ne souhaitent pas faire de TP parce ils se sont stabilisés dans un mode, ils n'ont pas envie que ça bouge. Parfois, c'est très, très, très critique, hein, la position d'être soigné. C'est fragile. Parce que là, on met quand même plein de choses en jeu, à aller regarder, fouiller en soi, fouiller dans sa tête, dans ses souvenirs. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ça peut déstabiliser de temps en temps. Peut-être qu'il y a un timing, en fait. C'est un peu comme... enfin, moi, j'ai toujours des moments où je me dis, OK, là, je vais m'améliorer, je vais faire plus de méditation, je vais Hum, plus de hum. fruits et légumes. Et en fait, j'ai accepté qu'il y a des périodes de ma vie, qui sont des périodes stressantes par des stimuli extérieurs et autres, où je me dis, bon, c'est pas grave, pendant 3 mois, tu vas pas optimiser peut-être ta méditation ou ta alimentation,
mais déjà, juste, essaye de rester comme tu es, déjà que ça ne se dégrade pas. Et puis, dans 3 mois, quand, on va dire, la tempête sera passée, bah, tu pourras de nouveau reconstruire, réaméliorer. Est-ce que tu vois un peu comme ça sur l'éducation thérapeutique, de se dire, OK, est-ce que c'est le moment où je peux justement investir des ressources? Parce que pour changer, c'est ça, c'est toujours des ressources en temps, en argent et en énergie. Alors l'argent, on essaye au maximum en France que ce ne soit pas le cas, mais dans les faits, il y a souvent quand même des déplacements, il y a souvent quand même des choses. Oui. Mais moi, je crois vraiment que c'est très personnel. Et comme j'ai dit un peu au début, il y a un temps d'apprentissage, un espace d'apprentissage, un moment. Il y a des mises en route d'éléments de mémoire qui sont parfois très, très difficiles à absorber et à classer. Et il faut un patient qui dit là, j'ai fait tant de séances, là, j'ai besoin de poser, j'ai besoin de comprendre. Il faut absolument respecter ça. L'espèce de truc où, alors bon, faut pas couper au milieu, venir une fois, revenir le lendemain, puis pas n'importe quoi, mais là, je suis à mon top, j'ai besoin de poser, il faut le respecter. Parce qu'autrement, ça va être contre-productif. Et c'est quand je disais que pour la moyenne, c'était 2 ans pour faire, c'était souvent en alternant les séances. Une période de 6 semaines, puis stopper, puis reprendre plus tard. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est bien parce qu'il faut le temps de décanter, de savoir s'il manque des choses, si on a tout compris. Parfois aussi, on a des contre-attitudes parce que on me dit, ah ben non, mais je sais tout ça. Et puis tout d'un coup, on dit, oh, oui, non, en fin de compte, ça, je ne savais pas, ça m'agace. Je ne savais pas et c'est pas normal et c'est moi qui sais. Et bien voilà, il faut un temps pour se reposer entre soi et puis revenir. Toujours laisser la porte ouverte, hein, ça toujours. C'est cette acceptation qui est pas toujours simple, je trouve, dans le domaine français, où on Ouais, ouais, sacralise bah oui, énormément les études oui, supérieures, voilà, c'est il faut ça, un c'est master, ça. et etc. Et en fait, de dire, c'est bon, on arrête d'apprendre, on a fait notre bac plus X, Oui, non, alors non, mais ça, que c'est une ânerie. C'est une ânerie. Et puis après, on vous dit, ah, mais il faut savoir bouger, changer. Quand vous voulez vous réorienter ou faire quelque chose de nouveau de votre vie, c'est extrêmement compliqué. Rien n'est préparé pour ça. Je pense qu'il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus facile. Mais en France, c'est pas évident du tout. Moi, je sais, je me suis réorientée. euh, il a fallu que je trouve le chemin pour le faire, hein, parce que personne ne vous aide à l'université hein, pour ça. Hein. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est comme le jeu. Là, on est dans un monde où maintenant, c'est tout par jeu, par photo, par image. Les générations actuelles vont peut-être comprendre à un moment qu'il y a une façon d'apprendre. C'est-à-dire le cerveau droit et le cerveau gauche ont pas le même rôle. On apprend par photo, c'est pas pareil qu'apprendre en imaginant la photo quand on écoute. Toutes ces choses-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas aussi attendre un truc tout cuit, tout fait. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve intéressant quand un patient me dit, mais là, il faut vraiment que je comprenne ce truc-là et je vais me poser. Parce que, voilà, il faut le temps d'apprendre et le temps de ressourcer pour apprendre. C'est évident. Hein. C'est évident. mais c'est vraiment les mécanismes d'apprentissage et quand tu écoutes un peu les champions du monde de mémoire, etc., Mmh. en fait, ils s'imaginent un monde imaginaire. Je sais plus, je crois que c'est un château. Ils parlent de château, je sais plus le terme en anglais. Et en fait, ils créent des objets dans des pièces qui Ouais. représentent des idées. Et ils se rappellent de cet objet dans la pièce, qui généralement, ils prennent leur maison d'enfance. Et quand ils se rappellent de cet objet, ils se rappellent de toute la pensée et de toute la logique qu'il y a derrière. Et Mmh. c'est comme ça, ils arrivent à stocker un nombre d'informations impressionnantes et ils ont une capacité à apprendre extrêmement vite. Et c'est ce que Ouais. tu disais, Barbara, c'est le fait d'imaginer et c'est la Voilà. force Ça, de c'est l'imaginer. la force. Parce qu'à trop donner une chose toute cuite, il faut donner un support. Mais après, il faut faire comme je reviens au petit, au gamin qui apprend, il fait et il défait les règles du jeu en permanence jusqu'à comprendre son propre cadre. Mais le jeu, c'est faire et défaire les règles.
pour devenir créatif. Voilà. Ben là, c'est pareil, hein, l'apprentissage sur sa vie, sur ses expériences, c'est ça. Hein. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut vraiment pas forcer les choses. Il faut un temps ludique, il faut du ludique, mais il ne faut pas du ludique qu'on vous inculque. Il faut être acteur. Et dans les jeux, l'enfant, il est acteur. C'est comme ça qu'il gagne. Il gagne la compréhension. Il ne faut pas être gavé. Non, c'est clair. C'est vrai que parfois, c'est un peu, on impose, il faut tant de séances. Si vous n'avez pas fait tant de séances, vous n'avez rien compris. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, oui. Hein. Je te rejoins et c'est là où justement l'éducation de demain, c'est de plus en plus dans le jeu, c'est de plus en plus individualisé et vraiment basé sur le volontariat. Si on n'a pas envie de faire quelque chose et d'apprendre quelque chose, moi je me rappelle à l'école, certains cours, j'avais pas envie. Donc au final, même si je faisais en sorte de passer l'examen, bah, en fait, j'apprenais rien. Tu me Ouais, voilà. redemandais 3 semaines plus tard, je savais plus du tout ce que j'avais Voilà, fait. c'est ça. On peut effectivement avaler par cœur un truc et puis le ressortir bêtement et puis qu'il n'y ait aucune trace. Il n'y a aucune trace. Et ça, c'est toutes les histoires de scolarité actuelle aussi, les méthodes globales, les syllabiques et tout ça. Oui, faire attention, ce sont des mécanismes importants, les mécanismes d'apprentissage et de mémoire, hein, franchement, hein, très important. Ah, mais c'est un sujet énorme parce que Énorme, énorme. il y a un truc, par exemple, tout bête que je me force à faire, c'est quand je sors d'une séance avec mon psychiatre, Hein, je me force à noter ce que je viens d'apprendre. Mais sinon, je me c'est fais ça, une note vocale. c'est Mais ça. juste de me dire une seconde, ok, en fait, on a parlé de quoi, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as envie de changer dans ton comportement. Parce que sinon, des moments, j'oublie. je, je sors et puis après, bon, bah, ok, bah, j'ai passé X minutes. Et, ben, ça dépend ce qu'on veut faire. Soit on le prend comme justement un temps de repos, de plaisir, j'ai trempé les pieds dans l'eau, ou comme quelque chose dont on veut garder un souvenir. Et là, je disais une chose importante, passer par ressortir soit par écrit, soit par oral, tu as déjà enclenché un système de mémorisation qui est différent de je gobe et puis c'est tout. Mais les deux choses sont respectables, mais tout dépend de ce qu'on veut faire. Bien sûr. Après, on va pas se mentir que dans le podcast, on essaye aussi de parler de choses sur lesquelles on est convaincu. Et à titre personnel, moi, je suis convaincu que aujourd'hui, d'apprendre, de devenir expert de sa bipolarité, c'est game changer. Moi, personnellement, ça m'a énormément aidé. Et quand je vois, j'ai dû parler, je pense, à un millier de personnes bipolaires maintenant différentes avec qui j'ai vraiment eu une conversation. Et la plupart des personnes qui sont rétablies, ils se connaissent sur le bout des doigts. Ils savent exactement comment ils fonctionnent et c'est ça qui fait la C'est ça. différence. Et c'est d'où l'importance de l'éducation thérapeutique, justement, qui permet d'apprendre à se connaître. C'est ça, absolument. Moi, je pense que c'est vraiment important. Et puis surtout à l'heure actuelle, éviter au maximum les hospitalisations, les diminuer. Et ça, c'est vraiment important. Et ça ne se gagne pas si facilement que ça, hein, parce que parfois, la maladie, c'est une chipie, hein, elle vous attrape. Vous n'avez pas toujours. Il y a des circonstances où on n'a pas forcément tout compté, tout calculé. Hein, donc, il faut des tas d'astuces pour diminuer ces hospices. Et le TP c'en est. Et dans les travaux de recherche que j'ai pu faire, l'éducation thérapeutique, enfin, certains programmes peuvent aider à diminuer les hospitalisations largement. Et surtout, la gravité de l'hospitalisation. Il y a des gens qui mettent leur vie en l'air avec un épisode, quoi. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est pas possible. Ça doit pas exister. C'est ça, et c'est là où c'est assez impressionnant. Alors, j'ai lu, du coup, une de tes publications, c'est plus de 40% de réduction d'hospitalisation et 80% C'est ça. d'hospitalisation constante. Et C'est ça. c'est énorme. Et quand on se dit à quel point ça peut être destructeur, mais ne serait-ce qu'une hospitalisation d'éviter, Ah ouais. parce que des fois, c'est l'hospitalisation de trop. Et on peut perdre son boulot, on peut perdre beaucoup, beaucoup de choses. Et Et l'intérêt, excuse-moi, je te coupe là un peu, c'est que ce soit à long terme.
Parce qu'on a montré il y a beaucoup d'études sur les bienfaits de l'ETP ou de la psychoéducation, mais elles sont à court terme. Et si tu cesses, ça c'est une chose dont on n'a pas parlé, si on cesse le processus d'éducation là, ça s'arrête. C'est pour ça que je dis, il y a façon et façon de faire. Il y a ETP et ETP. Là, dans les publics dont tu parlais, il y a un effet à long terme, à 5 ans. Il n'y a pas d'hospice à 5 ans. C'est pas pareil qu'à 6 mois. Voilà, c'est la différence entre la compréhension et le dressage. On arrête de dresser. Si un chien est dressé, on arrête le dressage, c'est fini. S'il sait, parce que aussi ils savent très bien, s'il y a une confiance, s'il y a quelque chose qui se passe entre le chien et le maître, entre guillemets, ça va rester. Il y a des comportements qui vont rester. Mais le dressage pur, c'est autre chose. Moi, j'aime pas trop. Le dressage. Enfin, ça peut être utile, hein. Bon. Non, mais de toute façon, c'est un peu dans la veine qu'on a, c'est que à un moment, on est responsable quand même de beaucoup de choses. Alors, on n'est pas responsable de tout, il ne faut pas culpabiliser, mais au final, c'est seulement nous, en tant que personnes concernées, qui pouvons réussir. Et les autres, bien sûr que les psychiatres sont des personnes qui peuvent énormément nous aider, mais au bout d'un moment, le psychiatre ne peut pas tout faire. Si nous, on ne va pas aussi avoir envie de faire des choses, eh ben, c'est compliqué. Et le psychiatre, il ne peut pas juste nous donner un médicament et, entre guillemets, nous dire c'est bon, c'est terminé. Et ça, c'est la psychiatrie, on va dire que j'aime moins. Et parce que, comme tu le disais, Barbara, il y a l'hygiène de vie, il y a la compréhension de sa bipolarité, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que, bah, en fait, c'est nous qui sommes au cœur de notre établissement. C'est ça. Parce que, en fait, pour compléter, dans la phase aiguë, tu n'es pas responsable. C'est comme, je veux dire, tu ne peux pas contrôler dans la phase aiguë. Tu ne peux pas contrôler le chantier chimique qu'il y a dans le cerveau à ce moment-là. Tu peux pas. C'est comme on ne peut pas contrôler les cellules cancéreuses du foie. C'est pas possible. En phase aiguë, on ne peut pas. En phase stable, on peut. Au moins, on peut essayer. C'est ça qui est bien. C'est un peu ce que tu disais là, de la responsabilité de la personne d'essayer de s'intéresser en phase stable à faire progresser quelque chose. Voilà. Et ne pas laisser à ceux qui font le soin voilà, la responsabilité de le faire. Après, ça c'est un autre sujet, mais il y a tout ce qui est la responsabilité médico-légale aussi. Il faut faire attention parce que les choses évoluent, le monde il évolue énormément, il évolue dans tout ce qu'on comprend de la chimie, de la génétique, et qui apportera des tas de trucs. Il évolue par exemple, quand il y a un acte un délit ou plus, il y a des clauses qui permettent d'irresponsabiliser quelqu'un qui serait malade. D'accord mais là, on voit arriver des discussions très importantes sur le fait que, dans certains cas, quand la personne, notamment pour les délits qui sont faits avec d'alcoolisme aigu, qui amènent des comportements très pathologiques, on s'aperçoit que la loi dit que une fois, ça compte pas, vous êtes irresponsabilisé, vous êtes mis au courant et vous recommencez, là, vous serez puni. Donc, quand tu parles de responsabilité, c'est pas idiot du tout, là. Il faut s'attendre à ce on est dans un monde d'argent, de mutuelles, il faut s'attendre à ce que plus on avance, plus la personne soit responsabilisée quand même. Donc, attention. Et c'est pas forcément bien, mais c'est comme ça. Enfin, voilà. C'est le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que dans le monde idéal, bah oui, on aurait tous une équipe avec le psychiatre, la psychiatre. Voilà. Mais maintenant, c'est comme ça. Le monde est dur et il faut quand même pouvoir compter sur soi-même. Et c'est ce qu'on contrôle. Parce que le reste, on ne contrôle pas toujours. Donc, Sur soi-même et l'aide qu'on a engendrée aussi. Hein. N'oublions pas, parfois, on peut être très fort, mais peut-être on peut avoir aussi. Mais il faut l'avoir prévu, cette aide. Ça aussi, c'est important.
Ouais. J'en parlais aujourd'hui. C'est de se Mmh. dire: «OK, comment est-ce que je fais au moment où ça va un peu moins bien?» Il faut l'avoir anticipé, il faut en avoir parlé à ses proches C'est ça. pour dire: «OK, si jamais je suis un peu en phase basse, est-ce que tu peux venir m'aider à aller marcher le matin? Voilà, Parce que voilà. je» mais il faut l'avoir fait avant parce que C'est au ça, moment où ça arrive, c'est ça, là, c'est dur. c'est ça. Et c'est très dur à faire. Les gens ne savent pas se faire aider. C'est très compliqué. Ah mais c'est hyper dur et pour autant, les gens adorent aider. Alors que Ah oui, oui, non mais d'accord. Oui, c'est ça, mais enfin bon, mais on adore aider dans une certaine mesure, des personnes qu'on connaît, qu'on apprécie et autres. Aider un inconnu, on le fait quelques minutes, mais c'est pas toujours simple, et du coup, ouais, l'aide, c'est enfin, en tout cas, le psychiatre n'est pas la seule personne à qui on peut demander de l'aide. Je reviens un petit peu à l'éducation thérapeutique. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être, même sans citer les noms ou en donnant des faux noms, mais de témoignages de personnes qui ont fait justement de l'éducation thérapeutique, de patients, et quel a été l'impact que ça a pour eux? ah honnêtement, je pense que c'est eux qui en parleraient le mieux, mais moi, pour moi, c'est la plus, c'est le plus grande source de plaisir, de voir, j'ai plein de noms en tête, plein de personnes, de visages en tête, personnes qui me disent: «Mais, voilà, j'ai fait le programme et je savais que j'étais malade, mais là, non seulement j'ai compris ce que c'était, mais j'ai su comment faire. Je suis plus hospitalisée, je suis stable, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes». Heu, Avec des remarques, parfois extrêmement pertinentes sur ce qu'ils peuvent comprendre et qui d'ailleurs, eux, du coup, se mettent à aider les autres aussi souvent, souvent. Avec ce principe de la pérédance, hein, mais je sais pas, c'est des choses tellement profondes, mais visiblement, ils pointent le TP. Ils pointent le TP telle qu'elle était faite, comme un outil qui a permis de déclencher quelque chose, de sortir du déni, d'entrer dans cette observance qui n'était plus une contrainte, de savoir ce qu'ils font, de pouvoir appeler leur médecin, modifier un traitement quand ils sentent que ça va pas. Enfin, oui, il y en a des tas. Et ça, je pense que ça vaudrait presque 1 heure de témoignage, pour qu'ils disent les termes précis. Et ça, pour moi, quelqu'un qui et puis c'est eux qui ont bossé. Alors oui, ah merci, non, moi, non, 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 pas merci moi, merci vous. Enfin, mais c'est une source de vraiment une source de joie, vraiment. Voir quelqu'un qui se dépatouillait de son bazar. Alors après, c'est pas toujours idyllique, hein, ça peut être aussi, ça n'interdit rien, ça va pas marcher. Bon après, il y en a qui reviennent plus tard ou qui reviennent pas, mais c'est pas un problème. Ou comme j'ai dit, il y en a qui restent stables en étant, juste dans leur, régularité de consultation. Mais c'est des personnes qui sont déjà très régulières dans le soin, souvent, qui se racontent leur vie comme ça, voilà. Ça entretient une régularité quand même. Mais, oui, il faudra en retrouver des témoignages pleins, mais il y en a. Il faudrait surtout qu'ils le disent eux. Non, mais j'en suis convaincu et de toute façon, le fait de se former et d'apprendre, ça reste quand même quelque chose qui fonctionne très bien dans tous les domaines. Donc, enfin, je vois pas pourquoi ça changerait dans le domaine justement de la psychiatrie, de la bipolarité. On le sait, hein, les résultats sont exceptionnels. J'ai une dernière question qui est un peu plus généraliste. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour la santé mentale? Ah, c'est ce que je dis à mes patients à la fin de la consulte. Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Je crois que réellement, faudrait le moins possible penser la médecine avec les finances. Moi, je vois des changements médicaux étonnants, des gens qui acquièrent des compétences nouvelles, des médecins qui vont être, on ne sait pas trop quoi, ils vont être juste là pour signer une ordonnance pendant que les autres. Et jamais on se demande, mais c'est qui est responsable si ça va pas? Qui c'est qui va au tribunal? Ah, mais si, on sait, c'est le médecin qui va. Voilà. Je trouverais bien aussi qu'on cesse de mélanger, déjà la bêtise et la maladie psychiatrique. Ça, c'est simple. Mais ça existe encore, hein. Ah ouais, non, mais c'est pas très intelligent. OK, d'accord. Et qu'on cesse de mélanger
justement ce qu'on a abordé, tout ce qui peut être acte délictuel ou criminel avec la psychiatrie. Et surtout, croire que c'est la volonté de la personne. Mais ça vient du fait que les gens ne comprennent pas que c'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie. C'est un organe qui a un problème. L'organe, c'est le cerveau. Voilà. Après, c'est comme la rate, le foie, c'est un organe. Mais on voit encore que le psychiatre, c'est un peu, c'est pas vraiment de la médecine qu'il fait. Mais si, c'est un médecin, c'est une spécialité médicale. Ça, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Ce handicap, d'ailleurs, quand on étudie en ETP tous les programmes de socialité, le handicap mental, il est entré dans, dans les systèmes de protection très tardivement. Les seuls qui étaient protégés par la société pour des remboursements, des aides et tout ça, c'était la maladie physique. Vous aviez une jambe en moins, vous étiez un handicapé. Vous avez une maladie mentale, vous êtes un handicapé. Donc vous n'avez aucune aide. Ça a changé. Mais c'est tellement long les changements. Et là, de toute façon, il est insupportable qu'on puisse mélanger. Ah ouais, mais bien sûr, c'était un malade psychiatrique quand il y a un crime. Mais c'est invraisemblable, alors qu'on sait que c'est un pourcentage extrêmement minime. Par contre, comme on met dans la psychiatrie un peu tout, qu'on y met aussi, par exemple, la psychopathie, c'est-à-dire ceux qui savent très bien pourquoi ils le font, ceux qui font et qui veulent le faire. Si on les mélange avec des patients en phase aiguë qui ne savent pas, ne peuvent pas contrôler, ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, voilà, on aura compris quelque chose. Moi, j'ai commencé la psychiatrie après la chirurgie. J'étais donc somaticienne, cartésienne. Et au début, ça a été un bain d'étonnement. Hein. Et quand j'ai vu arriver un jour, au tout début, un patient qui, sur la place publique, avait pris un couteau, enfin, une personne, et qui avait poignardé plusieurs personnes, bon, qui n'était pas mort, enfin, bien blessé, qui est arrivé dans le pavillon de psychiatrie, complètement à l'ouest, complètement en dehors de la réalité, de la perception, et avec tout le panel d'idées, de paroles. Et j'ai vu cette personne 3 semaines après un traitement approprié, me regarder et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun souvenir, avec une gêne énorme de ce qui s'était passé. Voilà, et là j'ai compris ce que c'était que la maladie psychiatrique. Quand j'ai vu dans des chambres d'isolement des patients qui pouvaient se fracasser les pieds, tout ça sans sentir la moindre douleur, et qui s'en rappelaient pas après avoir acquis la stabilité avec un traitement, tout ça. Et voilà, j'ai compris. Donc, ça suffit maintenant. Ça suffit de tout mélanger dans cette société. Il y a un crime, évidemment. Évidemment, il était psychiatrique. Et puis, évidemment, le psychiatre, il n'a pas su empêcher. Ah oui, d'accord. Et le médecin somaticien, il sait empêcher le cancer du foie. Voilà. Cette espèce de... Ça, c'est une chose qui doit se modifier dans la société. Ça me paraît très important. Très, très important. Ah, mais c'est un sujet hyper important et on mélange tout, je suis entièrement d'accord. Et les connaissances sur les troubles psychiques, on est encore au b.a.-ba. Oui, absolument. Absolument, parce que c'est une telle usine, le cerveau, qu'avant qu'on ait tout décrypté de façon génétique et biologique, eh ben, on n'est pas encore arrivé. Ça, on y travaille, on trouve des tas de On va y choses. arriver. On va y arriver. Des tas de choses, tas de choses. Et Exactement. on trouve aussi qu'on n'a pas forcément bien classé tous les signes en médecine et tout ça, mais on va découvrir des tas de choses. Et On moi, va c'est ce passer qui à me d'autres paradigmes. Voilà. Mais ça, c'est sûr. et ça me donne espoir parce que, en fait, même si aujourd'hui, certains d'entre nous vivons des choses très compliquées,
en fait, c'est sûr que demain, on va trouver les solutions. Et c'est pas parce qu'on a un problème actuellement et qu'on n'arrive pas à être stable actuellement que demain, on n'arrivera pas à justement faire des choses. Parce qu'on peut C'est toujours faire de nouvelles choses, on peut toujours apprendre de nouvelles choses, et il y aura des, entre guillemets, bon, moi c'est mon espoir, hein, mais il y aura des nouveaux médicaments, il y aura des choses qu'on va comprendre, qu'on ne comprend pas, et qui va permettre de régler les solutions. Donc je voudrais vraiment terminer vers ça, mais ouais, Déjà, en 15 ans, on en a trouvé beaucoup des nouvelles choses, hein. En 15 ans, les médicaments ont changé. Alors, c'est sûr, mais il faut aussi se méfier. L'IA, les tests, la biologie, tout ça, très bien. Et puis, il y aura toujours une petite place, pour moi, à mon avis, pour la présence humaine aussi, d'une manière ou d'une autre. Et moi, c'est une chose que j'ai toujours remarqué, c'est qu'un enfant, il se rappelle, il croit qu'il a appris à marcher tout seul. Tous, ils le croient. Ils n'ont aucun souvenir qu'on était là et que si on n'avait pas été là pour guider le parent, il aurait peut-être continué à marcher à 4 pattes pendant longtemps. Voilà, ça, et pourtant on peut tout lui faire, les cadres, les trucs, les machins. La présence humaine, je pense qu'on ne va pas la retirer, et l'affection et l'émotion, on ne va pas la retirer comme ça du jour au lendemain non plus. Il me semble. très beau mot de la fin. Merci beaucoup Sarah, pour ton temps. Et puis, merci pour votre écoute. Pardon. Et à très Merci bientôt. à toi Clément de tes questions très très pointues et pertinentes. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.